Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Marée haute à l'île Tudy ce week-end avec de belles déferlantes artistiques et scientifiques. Pour sa 7e édition, le festival Si la mer monte met l'Arctique sous le feu des projecteurs et interroge une fois encore les visiteurs sur le réchauffement climatique et ses conséquences. Éric Patrix, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des organisateurs du festival Si la mer monte et à vos côtés Anne Kéméré, bonjour. Bonjour. Alors Anne, après avoir traversé l'Atlantique plusieurs fois en aviron, le Pacifique en kiteboat, vous partez dans 3 semaines je crois à peu près. C'est ça. Vous allez traverser l'Arctique, enfin une partie de l'Arctique en kayak. Vous êtes l'une des invitées du festival Si la mer monte à l'île Tudy ce week-end. En plateau également, Benjamin Bréon, bonjour. Bonjour Pauline. Et Benjamin, vous êtes bien sûr penché sur l'empreinte numérique d'Anne Kéméré aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'ai commencé par chercher une bague de transition, mais j'ai un peu ramé. D'accord, c'est pas grave. On en parle tout à l'heure dans l'Instant Web. Et puis Julie Sicot est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Vous êtes intéressée aux gens du voyage dans le Finistère et en particulier à une communauté du nord du département qui, elle, ne voyage plus vraiment. Oui Pauline, oui exactement. Je me suis rendue à l'Esnevin dans une zone artisanale où les gens du voyage ont installé leur entreprise de fêtes foraines ou du bâtiment et ils ont décidé d'habiter juste à côté de leur hangar mais dans leur caravane. Cela effectivement en toute illégalité et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Eh ben, on regarde votre reportage. Entre les hangars de cette zone artisanale à l'Esnevin, les caravanes des gens du voyage. Une vingtaine de familles vit ici, sur ces terrains bitumés. Juste à côté, Auguste, ce retraité breton a choisi de vivre près de sa communauté, mais dans la légalité, un choix plus onéreux. Voilà notre logement. Malgré la présence de la maison sur le terrain, il vit dans sa caravane, immobilisé presque 10 mois dans l'année. Ce terrain-là n'était pas un terrain de la zone. C'est spécial celui-là. C'est un terrain constructible celui-là. Et une maison en dur, ça vous dirait pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est pas notre vie. Qu'est-ce qui... Bah ça remue pas quand il y a la tempête. Sur la zone artisanale, eux vivent dans l'illégalité. Daniel et son mari Jean-Claude ont été un des premiers couples à s'installer. Ça fait 37 ans qu'on a acheté. Ça fait pas 37 ans que c'est construit. 37 ans que nous avons acheté ici. On a tout débroussaillé. On a tout fait bout par bout. Fait construire la gare et bout par bout. Il n'y a pas des lustres qu'on a tout ça. Un hangar qui sert à leur activité de forains. Ils y entreposent leur matériel pour les fêtes. La gare, c'est un endroit où on fait nos réparations, la peinture, comme vous pouvez voir. Il y a un manège, une caisse, un camion. De quoi les enfants viennent, ils font leurs réparations. Ça sert à mettre le matériel en état parce que, comme vous savez, il nous faut des normes. Tout doit être aux normes, alors il faut toujours travailler, toujours réparer, toujours... Voilà. Aucune municipalité n'a tenté d'expulser les gens du voyage de ces terrains. Aujourd'hui, la maire cherche surtout à légaliser leur situation. Alors actuellement, on travaille donc sur notre nouveau PLU, le plan local d'urbanisme, et on va essayer de trouver une façon de garder donc cette zone artisanale, mais en plus qu'ils y aient droit d'y habiter en mettant zone d'habitat des gens du voyage en fait. Un changement qui devrait marquer de manière durable leur installation à l'Esnevin, une commune où ils votent, où ils enterrent leurs défunts et où leurs enfants vont à l'école. Alors Julie, dans quelles conditions s'est déroulé votre tournage? Alors on a calé le tournage avec la maire de l'Esnevin, Claudie Balcon, que l'on voit dans le reportage. C'est elle qui nous a introduits auprès de cette communauté. Difficile d'arriver avec la caméra sans prévenir. Ils étaient à la fois très heureux, mais aussi très méfiants de nous voir. Ils nous ont tous demandé de ne pas citer leur nom de famille ou encore de ne pas filmer les camions de leurs entreprises, car ils craignent le racisme. Un entrepreneur nous signalait que cela faisait plus de 20 ans qu'il avait son entreprise, mais qu'il ne signalait pas à ses clients qu'il faisait partie de la communauté des gens du voyage, de peur de perdre ses clients, justement. Alors Julie, il y a des aires qui existent, des aires d'accueil pour les gens du voyage. Pourquoi est-ce qu'ils ne les utilisent pas? Parce que comme ça, ils seraient dans la légalité. Effectivement, Pauline, depuis 1990 et la loi Besson, ce sont des aménagements obligatoires pour les communes de plus de 5000 habitants. Le conseil départemental précise que fin 2011, près de 710 places étaient disponibles dans le Finistère, près de 700
58 sont prévues. Il faudrait donc construire entre 4 à 8 aires d'accueil dans le département. Et puis, ces aires d'accueil ne résolvent pas l'envie de se poser des gens du voyage, comme on a vu dans le reportage. Ils veulent s'installer définitivement sur un terrain. C'est une tendance. À l'Esnevin, par exemple, l'aire d'accueil est elle aussi presque occupée à temps plein. Du coup, il n'y a plus de roulement pour les autres gens du voyage qui voudraient venir. Et puis, en aire d'accueil, on peut se faire piquer sa place, car même s'ils vivent plusieurs mois dans l'année sur une aire, quand ils se déplacent, eh bien, quand ils reviennent, leur place a été prise et du coup, il faut qu'ils retrouvent un autre emplacement. Pour information, selon des chiffres de 2007 de l'INSEE dans le département, plus de 2000 personnes appartiendraient à cette communauté. Attention, ce sont des chiffres qui sont pris lors du recensement, mais difficile à établir de données précises étant donné le caractère mobile de ces personnes. Et puis, on ne peut pas ficher les gens en France, vous le savez. Alors, on le voit, le nombre de places en aire d'accueil est donc insuffisant pour accueillir tous les Bretons qui appartiennent à cette communauté et qui vivent dans notre département. Alors Julie, quelles sont les règles pour vivre dans une caravane sur un terrain? Alors je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table a une caravane. Non. Si, voilà, monsieur. On a plein de caravanes. Vous avez plein de caravanes. Alors, je ne sais pas si elles sont soumises aux règles très strictes qui existent en France à ce sujet, que ce soit d'ailleurs donc pour les gens du voyage, mais aussi pour les personnes qui ont une caravane pour les vacances sur un terrain privé. On ne peut fixer une caravane que durant 3 mois de l'année. Pour une durée plus longue, il faut une autorisation de la mairie. La caravane ne doit pas être utilisée comme habitation. Il faut garder la caravane mobile. On ne lui enlève pas ses roues, par exemple. D'où la difficulté pour les gens du voyage de se poser sur des terrains, même privés. Souvent, ils ne font pas construire d'habitation en dur sur ces terrains et ils utilisent leur caravane comme logement. Et pour immobiliser une caravane, Pauline, il faut une autorisation d'urbanisme ou même un permis de construire. Merci beaucoup. Merci Julie pour ces informations. Diviser sa facture électrique par 5, voire même par 10, on en rêve tous. Un couple de Gouénard, à côté de Quimper, l'a fait. Ces retraités ont emménagé l'année dernière dans une maison passive. Ce jeudi, ils faisaient le point sur leur consommation avec leur architecte et Frédéric Lorenzon a suivi le bilan sur place. Gilbert et Josiane ont emménagé dans leur maison neuve il y a tout juste 1 an. Depuis, chaque matin, au petit déjeuner, ils relèvent les températures. La température, elle a monté de 2 dixièmes de degré. Température extérieure était de 10,1, température intérieure 28. Il n'y a pas de radiateur, il n'y a absolument rien. Alors donc, eh bien, on s'est dit, est-ce que la maison va tenir ses promesses ? Cette maison dite passive a tenu ses promesses. Et si notre couple a suivi scrupuleusement l'évolution des températures intérieures et extérieures, c'est à la demande de leur architecte spécialisé dans les constructions passives. 1 an après, le bilan dépasse les prévisions. Alors là, on vient de faire le relevé de votre index sur le compteur EDF. Vous êtes à 2978 unités de consommation, donc ce qui n'est pas beaucoup pour une année. Donc vous êtes à 324 € de consommation réelle, TTC. La réalité du terrain, c'est 25% en moins par rapport à ce que j'avais calculé. Au bout d'1 an, ils ont eu, alors toutes taxes confondues, 500 € de consommation énergétique pour l'année, ce qui correspond à peu près à 42 € par mois. Donc il faut bien comprendre que là-dedans, il y a le chauffage, l'eau chaude sanitaire, l'ensemble des consommations électriques que vous utilisez tous les jours. C'est vraiment leur facture finale. Si la consommation de cette maison de 124 mètres carrés habitable est 6 fois inférieure à une maison de même taille, c'est grâce à un principe simple. Alors c'est une maison étanche au niveau des parois, oui en effet, et c'est une maison ventilée, c'est-à-dire qu'on a toujours un apport d'air frais au sein de la maison, donc pour avoir une qualité au niveau hygiénique. Une qualité qui se retrouve aussi sur la santé. Josiane a pu dire adieu à ses douleurs articulaires. Pour plus d'économies, Gilbert et Josiane peuvent encore remplacer l'éclairage basse consommation par des LED. Et la maison passive de l'architecte Katia Hérouvette sera ouverte les 12 et 13 juin pour l'opération Architecture à vivre. L'architecte donnera aussi une conférence à Quimper le 30 mai dans le cadre de la Semaine de l'architecture. Ce dimanche, le bourg de Sker va multiplier sa population par 4 ou 5, comme tous les 2 ans. Depuis 1923, les chars de la cavalcade et leurs équipages vont déambuler dans les rues devant près de 20 000 spectateurs. Alors, à quelques heures de la grande parade carnavalesque, les équipes mettent les derniers coups de pinceau à leur réalisation. Frédéric Lorenzon a rencontré les participants dans leurs ateliers de fabrication. Encore 48 heures de quiétude sur la place centrale de Sker. Mais dimanche, ce sera cavalcade. La vente de billets a déjà démarré au siège du carnaval.
Cette année, ça s'annonce bien. On a encore donc 23 chars qui sont annoncés, de l'ordre de 1500 carnavaliers. Et puis on a donc associé à ça sur le défilé donc 6 fanfares cette année. Dans leur hangar respectif, les 23 groupes peaufinent leurs chars. Visite à ce groupe familial qui participe depuis plusieurs années. Je crois que, tout comme mes sœurs, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai fait mon premier char, je devais avoir peut-être 6-7 ans. Mais au fait, comment le groupe choisit le thème de son char? On avait pensé aux autruches, on a pensé aux flamants russes. Ouais. Des flamants russes, c'est parti sur les flamants roses. Puis de fil en aiguille, on est sur une idée qui est proche de l'ancienne Russie. Va pour la Russie alors. Autre char sur le thème des Aztèques cette fois. Moyenne d'âge du groupe, 20 ans. Et la même envie de mener au bout un long projet et surtout faire la fête. Bonjour Bruno. Ça va Pierre? Ça va? Ouais, nickel. Bon, alors, ton équipe est prête là? Bah... Ça s'affaire quoi. C'est l'enjeu quoi, c'est de partir d'un projet, de le mener à bout avec plein d'idées, les idées de tout le monde et puis d'arriver pour faire une grande fête ici dans notre petite commune quoi. Donc, et c'est vrai qu'on arrive à le faire et très bien je pense depuis des années. Encore de longues soirées de préparatifs et les 23 équipages seront prêts à défiler dans les rues de Sker à partir de ce dimanche 14h. Le festival Si la mer monte démarre ce samedi à l'île Tudy. Pour la 7e édition, le festival propose une réflexion sur les conséquences du changement climatique avec un programme scientifique mais aussi artistique. Et cette année, c'est l'Arctique qui est à l'honneur. Alors Eric Patrick, vous êtes l'un des organisateurs du festival Si la mer monte. Pourquoi avoir mis l'Arctique à l'honneur cette année ? Donc, ça fait 7 ans qu'on organise ce festival et chaque année, on invite un pays. Et l'autre année, on invite une partie du territoire français. Donc on a eu le Sénégal, on a eu la Hollande, et puis en France, on a eu la Camargue, et puis après toute la côte de Bordeaux, Aquitaine, tout ça. Et cette année, on voulait quelque chose de vraiment fort comme symbole, quelque chose qui parle à tout le monde. Et l'Arctique nous est apparu comme quelque chose d'assez évident. Parce que c'est un lieu hyper impacté par le changement climatique. Voilà, on est vraiment là, tout le monde comprend, tout le monde voit bien. On a beaucoup de photos, de témoignages, de gens qui vont là-bas depuis longtemps, comme un qui vont depuis 10 ans là-bas et qui déjà prévenaient tout le monde en disant ça fond, ça commence. Et là maintenant, ça prend un tel rythme, une telle vitesse qu'on est tous surpris et pris par cette grande. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de partager parce que forcément, c'est une répercussion directe chez nous. De quelle façon? Nous, on a un trait de côte avec la dune, on a gagné un polder sur la mer. Et bon, on sait bien tous ici que la mer, c'est elle qui décide, quoi. C'est pas nous. Donc on sait, nous, quelque part, que dans l'avenir, c'est elle qui décidera. Donc nous, on est juste là. Et que la glace qu'ils font en Arctique, parce qu'on parlait du lien entre l'Arctique et la Bretagne, donc que je crois qu'on a du mal à imaginer au changement climatique ici, enfin au changement de l'environnement sur la côte atlantique. Je pense qu'on a du mal à imaginer déjà que l'Arctique n'est pas si loin. Quand on parle de l'Arctique aux gens, et je le vois à travers les projets ou celui que je suis en train de monter, les gens ont l'impression que je pars très très loin. Et au final, on n'est pas si loin que ça, parce que les courants, entre autres le Gulf Stream, qui vient lécher les côtes américaines, est rejoint par le courant du Labrador, qui est plus au nord. Donc tous ces courants-là, ensuite, arrivent vers l'Europe. Donc de toute façon, tout ce qui se passe là-haut, ou tout ce qui se passe plus à l'ouest, à un moment ou à un autre, ça arrive chez nous. Et ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer, parce que même aujourd'hui, on voit avec un avion comme on peut voyager beaucoup plus vite quelque part. C'est un courant a une force quand même assez phénoménale, et donc ça se répercute très vite. Très rapidement chez nous. Alors Anne Kéméry, justement, dans moins d'un mois, vous vous envolez pour le Canada. C'est de là que vous allez ensuite embarquer pour l'Arctique à bord d'un kayak de 5,50 m. Pas très grand. Votre objectif, c'est passer au-dessus de l'Amérique pour relier, en gros, l'Atlantique au Pacifique, même si c'est un peu grossier peut-être de dire ça, mais non, oui, dans l'image, les deux océans. Oui. Est-ce que c'est un passage qui est possible parce que justement, les glaces fondent de plus en plus, ou est-ce que cette
Parce que c'est l'été, tout simplement, et que les glaces fondent. Alors il y a plein de phénomènes. C'est vrai que c'est pas non plus la nature n'est pas exacte et ponctuelle chaque année. L'année dernière, par exemple, j'ai essayé ce passage du Nord-Ouest. Les glaces ne sont pas ouvertes, donc les bateaux ne sont pas passés. Aucun bateau n'est passé, à part aidé d'un brise-glace. Donc d'une année sur l'autre, il y a toujours la surprise de savoir ce que la nature nous a réservé. C'est ça qui est intéressant aussi. Maintenant, globalement, on peut pas regarder d'une année sur l'autre. On ne peut regarder que 300 ans, 400 ans, 500 ans. Je vois la conférence à laquelle j'avais assisté où Valérie Masson-Delmotte, qui est climatologue, nous parlait de changement climatique. Elle nous parle de millions d'années. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour nous, témoins. D'une année sur l'autre, l'échelle est beaucoup trop petite. Mais c'est vrai que depuis peu de temps, c'est une route commerciale ouverte, le passage du Nord-Ouest, pas encore. Ça reste un projet. Chemin. Oui et non. Oui et non. Justement, j'ai eu diverses explications. Armateurs de France, par exemple, avec qui j'avais discuté, me disaient que pour eux, c'était pas réellement intéressant parce que entre l'Atlantique et le Pacifique, si on passe par le Nord-Ouest, il n'y a pas de port. Donc s'ils veulent décharger, ils sont obligés de faire tout le passage. Alors que parfois, les céréales qui vont être vendues, elles partent du Havre, elles vont être vendues en chemin. Donc c'est en chemin qu'il va falloir réagir. Et on ne peut pas faire demi-tour dans le passage. Ça intéressera les Américains, ça c'est évident. En tous les cas, ce chemin, c'est quand même 3000 km que vous allez parcourir. Il n'y a pas vraiment de carte, puisque selon la fonte des glaces, comment vous allez... Vous passez par où? On ne sait pas très bien. On fait son chemin au fil de l'eau. Ouais. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce projet-là par rapport à un projet océanique où on met des waypoints, c'est-à-dire qu'on met des points sur l'océan et on essaye de passer ces points-là. Là, on peut mettre des points. Ça veut rien dire. Parce que la route, elle s'ouvrira, ou les glaces vont bouger en tout cas très régulièrement. Donc la route ne peut être faite vraiment que heure après heure. Ça va prendre combien de temps? C'est une vraie aventure. Ça va prendre combien de temps? De toute façon, il faut que pour la mi-septembre... Après, ça se referme dans tous les cas. Voilà, les glaces vont se refermer, la nuit polaire se réinstalle, et donc il vaut mieux être à l'abri. Vous allez faire quoi? Ramener du plancton? Il y a une dimension scientifique un petit peu. Je ne ramène rien parce que je n'ai pas les moyens sur mon kayak de ramener du matériel, des organismes. Par contre, oui, en tant que témoin, l'idée c'est avec un filet à plancton de éventuellement observer quelques espèces, les prendre en photo puisque j'ai du matériel qui me permet quand même avec de la macro de faire de bonnes photos, et puis de les envoyer alors soit à Océanopolis, soit à Pierre Molot avec qui j'ai travaillé et qui lui est un peu le père du plancton avec son fonds Plancton du Monde, et de voir justement s'il y a des espèces là-haut, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on ne connaît pas toutes les espèces planctoniques, donc de voir un petit peu ce qui se passe là-haut aussi par rapport à l'acidification des océans, tous les changements qui sont en cours actuellement. Qu'est-ce que vous redoutez le plus pendant ce voyage? Qu'est-ce que je redoute le plus? Une météo peut-être qui ne permettrait pas de passer justement, que les glaces ne s'ouvrent pas. En attendant que vous êtes présente pour ces 3 jours au festival Si la mer monte à l'île Tudy. Si la mer monte, c'est aussi un festival, c'est pas que scientifique, c'est l'accroche scientifique, mais il y a aussi beaucoup d'animations artistiques, il y a des concerts, des contes, des spectacles. Un mot, Eric, sur les choses à ne pas louper pendant ces 3 jours. Ce que j'avais envie de dire, c'est qu'on a tous envie de remettre l'artiste et le chercheur au cœur de notre société, au cœur de nos villes, et ce qu'on essaye de faire pour créer un dialogue avec tout le monde et arriver. Donc on a dans tout ça les moments à pas rater. À pas rater, c'est le cabaret samedi soir. Je vous conseille de venir, ça va être très drôle. Et donc avec des importations spécifiques arctiques, on va dire. Voilà, ça c'est un moment à pas rater. On a avant ça, on a donc des scientifiques que vous voyez sur le programme qui viennent donc faire des conférences assez pointues. Et on a toujours un moment important sur ce qui nous concerne nous directement à l'île Tudy et sur le cordon littoral du Finistère. Et donc là on a une table ronde avec des politiques puisqu'on essaye d'associer les associations. Sur la submersion marine, voilà, d'accord. Voilà. Qui fait quoi en fait, avec tout ce que ça veut dire. Donc on a toute la région, des politiques un peu partout, députés, tout le monde qui vient. Donc c'est un moment important. On a notre maire qui est là aussi, qui travaille intensément sur le sujet. Et au milieu de tous ces sujets sérieux, il y a de quoi s'amuser. C'est pour ça que ça marche aussi, Si la mer monte, finalement, c'est que c'est très sérieux, c'est des problématiques hyper importantes. Et en même temps, vous faites ça dans un contexte avec des animations, avec des chansons, des concerts. C'est pas souvent, on sépare peut-être trop le scientifique de l'artistique. Non, parce qu'en fait, on fait venir des groupes de musique de qualité, de grande qualité. Là, on fait venir les Ours du Scorff. Hein, c'est l'occasion ou jamais. Et on a un super bal jazz avec des super musiciens. On a toute une équipe d'artistes qui est vraiment très importante. On fait des grandes expositions. Tout le long du boulevard de l'Océan, là, on a des photos de Francis Latreille, qui est photographe de Tara. Et donc, on a
Donc c'est vraiment plein de supports et puis plein de façons d'échanger sur cette thématique. L'affiche est faite par Patrick Pasquet, c'est l'équipe de Béatrice Giffaux, l'artiste, très jolie. C'est un peu pour ça qu'on a invité l'article d'ailleurs, parce que tellement l'ours nous a plu. C'est ça, fallait trouver un thème qui allait bien avec l'affiche. On avait envie d'entendre un. Il n'en reste plus beaucoup. Bon, en tous les cas, ça commence samedi, ça dure jusqu'à lundi. Vous retrouvez toute la programmation sur www.silamermonte.fr. Vous pouvez aussi, et il faut la suivre, l'Odyssée d'Anne Kéméré dans le passage du Nord-Ouest. C'est sur www.anne-kéméré.com. Notez aussi qu'une expo itinérante intitulée « Le climat change l'océan » aussi, ça vient d'Ifremer, s'invitera sur le voilier Océano Scientific Explorer à Brest, c'est 18 et 19 juin. Voilà, je suis sûre que ça vous intéressera, mais Anne sera déjà en train de pagayer tout là-haut. Et puis le festival, et puis le thème du festival a particulièrement intéressé notre chroniqueur Sébastien Chambre, c'est la brève de chambre. Salut! Ce week-end à l'île Tudy, c'est le festival Si la mer monte. Festival qui met en lien des événements artistiques, des événements scientifiques et qui nous interroge sur le lien qu'il pourrait exister entre nos comportements et le fait que le niveau de la mer monte. Disparition d'espèces animales. Population qui habite près des océans. Si la mer monte, c'est catastrophique. Il faut donc s'en assurer. Aujourd'hui, Sébastien Chambre pour TBO, je pars sur le terrain pour faire une enquête. Ouais. C'est pas net, pas hyper net non plus, quoi. Ça monte pas, hein. Enfin, ou pas là peut-être, hein. Ça monte peut-être ailleurs, hein, je sais pas. Ça se trouve, ça monte de l'autre côté, hein. Et là, ça monte, enfin, je vois rien, moi. Je suis désolé, hein. Bon, bah, tout ça, ça m'a l'air d'être des histoires, hein. Encore un truc pour nous alarmer, pour nous faire peur, puisque visiblement, en direct du terrain, ça monte pas beaucoup. Encore un truc sans doute pour nous empêcher de consommer. En tout cas, n'oubliez pas d'être formidable. Voilà, c'était Sébastien Chambre qui n'a pas vu l'eau monter. Tout de suite, on passe à l'instant web. Et Benjamin, aujourd'hui, vous êtes allé voir si Anne Kéméré, avant d'aller dans l'Arctique, était sur le web. Ouais, ça n'a pas été très difficile. D'ailleurs, elle est partout. Hein. Déjà, vous faites partie des gens qui ont un site internet à leur nom, hein, annekéméré.com. On l'a dit tout à l'heure. C'est pas votre cas, Pauline, remarqué d'ailleurs. Il va falloir y penser. Mais vous avez aussi une page Facebook, Arctique Passage, là, 2600 likes, un compte Twitter, Nunavut 2015, qui demande un petit peu à se développer. Enfin, il existe. 14 500 occurrences sur Google, une chaîne YouTube, une page Wikipédia et même un compte LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau social des professionnels. Puis si on reste dans l'écologie, c'est pour vous recycler après. Non, vous n'êtes pas obligé de répondre, c'était une blague idiote. Tout ça forme un ensemble très vivant, pour tout dire très prône à les dernières avancées de vos projets, les problèmes que vous rencontrez. On apprend notamment que votre téléphone satellite vous a lâché. La semaine dernière, vous en avez trouvé un autre ? Oui. C'est fait. Donc pas d'appel à nos téléspectateurs. L'ensemble est sympa aussi parce que vous renvoyez vers d'autres projets que le vôtre. Là, je voyais l'édition d'un livre sur les derniers villages de la banquise, les givrés qui sont partis surfer sur Bear Island, là, dans la mer de Barents, et puis la Surfrider Foundation dont on avait un invité ici il n'y a pas très longtemps. Contrairement à bon nombre de ces projets, d'ailleurs, on voit que vous n'avez pas recours au financement participatif, mais à tout un ensemble de partenaires. Alors évidemment, quand on arrive sur la page qui les recense, c'est une maladie professionnelle, on ne peut pas s'empêcher de chercher la petite bête, mais c'est comme au milieu du cercle arctique, rien, nada, que dalle. Pas de nucléarologue, pas de confrérie des amateurs du gaz de schiste, pas d'amicale des dépeceurs de baleines, rien. Des banques, un courtier en assurance, un opérateur téléphonique, des tas d'autres sponsors, dont un stand de tir d'ailleurs. Oui. À tout hasard. En revanche, et c'est très original, une playlist des morceaux qui vous ont accompagné pendant vos préparatifs, Blur, John Butler, les Counting Crows, mais là aussi surprise, pas de Santino,
pas de marin d'Iroise, pas de chorale des Vires à bâbord, pas de Souquet les Artemis Big Band, rien du tout. En fait, si vous partez en été, c'est pour être sûr de ne pas les croiser pendant les fêtes maritimes, c'est ça? En revanche, comme vous êtes soutenu par Guy Cotten, vous allez pouvoir importer le ciré jaune au nord du cercle polaire, et ça vous rappellera la Bretagne au mois d'août, c'est déjà ça. Ouais, et puis un petit mot, moi j'ai écouté la playlist, super, hein, Anne, en tous les cas. Non, mais c'est vrai que c'est très agréable sur des sites comme ça de partager les coups de cœur musicaux et on vous imagine en train de ramer et d'écouter cette musique et c'est magnifique. Faites de sport. Oui, c'est super. Merci beaucoup en tous les cas. Vous viendrez nous raconter tout ça à votre tour, Anne. Merci, Eric. Ah oui, ça c'est notre monnaie, la monnaie du festival. D'accord, des petits Donc c'est des soutiens, c'est gratuit. Donc c'est des soutiens. Voilà. Eh ben, c'est noté. Merci Julie et Benjamin. Nous on se retrouve demain même heure pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.